Bonjour, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure, donc du 9 février 2024. Alors, vous voyez donc le titre Arnaque en cours. Alors, nous allons aborder trois, et enfin deux brièvement et une sur le Parlement européen plus longuement, c'est-à-dire religieuse, Parlement européen, écologie, anti-écologique. C'est-à-dire que dans les deux camps, puisque maintenant on se définit certains comme anti-écologiques, ce qui pour moi est une aberration, parce que anti-écologique, c'est être contre la survie des générations qui viennent, hein. Donc c'est une absurdité sans nom, c'est nouveau, maintenant, depuis quelque temps, on se dit anti-écologique. Donc on peut ne pas être d'accord sur les arguments écologiques, certains arguments écologiques. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle d'arnaque écologique, mais aussi arnaque pour des anti-écologiques. Donc religieuse. Alors je voulais juste faire une petite aparté, hein, sur une émission à la télévision, c'est le dimanche, vous avez une journaliste qui intéresse des prêtres, tout ça, catholique, et bon, j'ai pas retrouvé l'émission. Donc on a des témoignages en direct, dans cette émission, il y a des témoignages en direct de nouveaux convertis musulmans au catholicisme. Et ils mettent en avant donc des apparitions christiques ou mariales, alors que les convertis à l'Église évangélique mettent plutôt en avant la révélation divine par la lecture de la Bible, qui effectivement, de toute façon, et même selon leur interprétation, qui est évidemment pas la mienne. Mais bon, on voit qu'il y a une démarche totalement différente entre les évangélistes qui veulent s'appuyer sur des écrits fondateurs et l'Église catholique, donc, qui a priori donne plutôt la priorité au miracle, c'est-à-dire comment dire, au sensationnel médiatique. Alors oui, il y a des songes, des rêves éveillés. D'ailleurs, très souvent, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, bon, vous vous endormez peu de temps, vous luttez contre le sommeil, vous dormez brutalement, vous vous réveillez le lendemain matin, vous avez l'impression que vous venez de vous endormir, il y a le vide total, vous vous rappelez de rien. Vous vous rappelez de vos rêves uniquement si vous êtes réveillé un peu dans la nuit, le sommeil plus ou moins léger, ou souvent vous levez, vous vous recouchez, et là, alors que vous êtes encore conscient du monde environnant, vous avez des images dans la tête, ça commence à défiler, ça commence à se mettre en place. Et donc on voit qu'il n'y a rien d'extraordinaire, que dans des circonstances très particulières, vous pouvez faire aussi des rêves éveillés. C'est ce qui vous prédispose quand vous êtes dans un recueillement mystique, c'est-à-dire vous repliez le monde sur vous-même dans une concentration extrême pour que, dans deux buts, se lier, si vous voulez, à une pensée, une pensée au-dessus de la nôtre, en somme, euh, ou c'est peut-être un lien télépathique, enfin on ne sait trop, mais en tout cas, voilà, vous dépassez le simple mécanisme d'analyse-synthèse. Et donc, euh, au cours de ces réveils éveillés, comme dans des rêves normaux, vous pouvez voir ce qu'on appelle donc les apparitions qui sont absolument pas propres au catholicisme, hein. Donc, si c'est un miracle, je ne vois pas pourquoi on verrait ça que de pas. Vous avez des choses tout à fait pour des croyances païennes, pareil, hein, pouvez avoir le même genre d'apparition. Donc, simplement, c'est que si justement c'est apparu un miracle, alors que peut-être autrefois, entre le monde surnaturel semblait plus omniprésent et c'était presque dans la banalité des choses. Donc, on va prendre justement un songe donc, qui est précisé, qui est euh, raconté par un de ses convertis. Donc, c'est un musulman et il dit, lui, alors lui, c'est un peu plus original. Il voit Jeanne d'Arc qui il monte dans la lumière, en somme comme au paradis, je suppose, et il voit Jeanne d'Arc qui l'accueille.
Alors Jeanne d'Arc, eh ben, c'est le parallèle avec Mahomet, parce que c'est une figure nationale, parce que c'est un chef de guerre, parce qu'elle correspond à une identité nationale. Il faut bien savoir que l'islam, au départ, c'est le peuple élu et remplacer les juifs par les arabes selon le Coran. Et c'est donc une version nationaliste initialement, avec l'idée que c'est tout de même les Arabes qui doivent, même s'ils convertissent les autres. Il y a eu justement à une époque, je sais, une divergence entre ceux qui disaient ben, les musulmans sont tous égaux et ceux qui disaient ouais, mais les musulmans étaient une sorte d'aristocratie au sein de l'islam, en somme. Voilà. Donc, c'est pas un miracle, c'est-à-dire que c'est pas Dieu un Dieu du christianisme créateur qui va vous parler, mais un impératif idéologique de notre conscience né de nos valeurs qui nous impose la sublimation au nom du triomphe d'une conscience collective. Donc, c'est une idée très forte qui s'impose à nous, un choix que l'on doit faire. Et ce choix est fait du fait que c'est qu'il existe une conscience collective et en somme, on est relié à cette conscience et on en est et on en éprouve la manifestation, on la défend en somme. Oui, on la visualise en somme. Bon, on va passer à autre chose plutôt plus important. Donc, résolution du Parlement européen du 17 janvier 2024 sur la conscience historique européenne. Donc, je vais vous faire voir peut-être le texte avant. Alors, un petit instant. Ah oui, c'est pas très très visible. Donc, on va laisser tomber. Je crois que c'est plus simple. Alors, voilà, on voit l'importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe, conscience européenne et le totalitarisme. Attendez, on va voir si je peux pas un petit peu vous la retrouver. Oh, voilà, déjà. Non, pardon, c'est un peu loupé. Donc, il faudra vous rendre sur. Donc, je vais peut-être vous le lire, je pense que vous devriez l'entendre. Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2024 sur la conscience historique européenne. Donc, le Parlement européen, fonctionnement du réunion. Importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe, conscience européenne sur la conscience européenne et le totalitarisme. Donc on lit les deux en fait, hein, qu'il y a eu l'importance d'être conscient du totalitarisme qu'il y a eu en Europe. Bah, il y a eu un totalitarisme, mais c'est peut-être le seul endroit où il y a eu à diverses époques des démocraties. Hein. Bon, donc totalitarisme, je crois que c'est pas une spécificité de l'Europe, simplement ayant des moyens civilisationnels plus importants, lorsqu'il y a eu des totalitarismes criminels, qu'ils soient nazis ou euh, communistes, eh bien évidemment, les conséquences ont été plus graves que s'il s'agit d'un petit pays.
Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Réflexion sur l'histoire et les injustices historiques, contribue à lutter contre les différentes formes d'intolérance et d'inégalité et à construire des sociétés plus inclusives. Alors, c'est là que le bas blesse. Qu'est-ce qu'ils entendent par inclusif? Donc, je ne vais pas détailler plus longuement. Je vais simplement vous mettre en référence. Voilà. Vous Donc, êtes un comme homme vous blanc, voyez, vous êtes voilà, coupable. vous De quoi? avez De tout. lui L'Europe qui, vient juste qui de a voter. critiqué très Ça y est, le fortement donc cette Parlement européen implication l'a voté. dans la Vous êtes un homme conscience blanc. historique Vous êtes de historiquement l'Europe. Le responsable Parlement de tout. européen et il Bonjour dit et bienvenue dans culpabilité cette nouvelle historique de vidéo l'homme de blanc. DME Donc, je en vous direct comme invite à aller toujours. voir sa Si vous n'êtes pas vidéo. abonné, Hein. eh bien, je vous suggère de le Donc, il faire ou de s'agit cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je rappelle à tous que sur la boutique il s'agit de DME en direct. Bien, nous allons reprendre donc notre propre analyse. Voilà. Donc, résolution du Parlement européen, 17 janvier 2024, sur la conscience historique européenne. C'est-à-dire, puisqu'on s'achemine de plus en plus vers un fédéralisme européen, on le voit encore récemment avec l'accord du Mercosur, un accord commercial de libre-échange entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Créer une histoire européenne commune avec ses luttes fratricides nationalistes jusqu'au paroxysme de la Seconde Guerre mondiale déclenchée par la dictature nazie de l'Allemagne et, je suppose, l'Europe de la paix née après Yalta où les Alliés se réunirent pour décider du sort des nations dans l'après-guerre et dont l'âge adulte doit être le fédéralisme avec une conscience historique supranationale. En somme, un parallèle avec l'histoire des USA. Avec l'USA, vous avez l'an zéro avec les pèlerins du Mayflower, la Constitution, la guerre de sécession, puis toutes les guerres pour la démocratie et les nations européennes appartenant au passé, tout comme les peuples premiers, en somme, d'Amérique du Nord, longtemps sacrifiés, oubliés et marginalisés. Alors, une urgence, les révoltes paysannes montrent bien le refus des nations qu'à Bruxelles, on décide de leur sort. Voilà, donc est-ce qu'avec une conscience européenne, on se plierait mieux au diktat de l'Europe? Ça, c'est à voir. Est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est aussi moins certain. Donc, moi, ce que je me suis reproché, c'est alors, cherchons quelle histoire européenne commune, puisqu'on parle qu'il faut que les histoires nationales divisent les individus, qu'il faut pour une conscience européenne, une histoire européenne commune. Eh bien, déjà là, on voit tout de même qu'on peut faire rentrer l'histoire dans un cadre précis, et qu'au niveau non plus de l'individu, mais au niveau d'une nation, on n'a même plus la liberté d'avoir son propre socle fédérateur. Donc, de toute façon, l'histoire, pour être comprise, eh bien, il faut aller à diverses sources et il faut savoir qu'elle est multiple et se faire sa propre opinion. Il faut avoir un esprit critique. Parce que, en fait, l'histoire, et l'Europe n'échappera pas à ça, évidemment, quoi qu'ils en disent, eh bien, c'est très souvent, l'histoire est utilisée dans un but politique. Donc, l'histoire, pour qu'elle soit intéressante, eh bien, il faut que ce soit fait de manière objective, euh, avec différentes sources, pour essayer de faire la narration la plus objective possible. Donc à chaque époque, un peu chacune son histoire, parce qu'il y a toujours des influences donc liées aux époques. On va aller voir donc un peu plus loin.
Donc, quelle histoire européenne commune les nations pourraient adhérer pour connaître une conscience européenne, puisque c'est ça le but affiché, avoir une conscience européenne. Eh bien, la conscience européenne, si elle doit être basée sur l'histoire, il faut s'intéresser à l'histoire de l'Europe. Est-ce qu'on ne peut pas la créer par un mix des histoires nationales? Alors déjà, on va déjà prendre l'Europe géographique. Alors, vous voyez, je vous la décris là, elle s'étend au nord-est jusqu'au fond confin du mont Ural, séparant la Russie européenne de la Russie asiatique. Au sud, on a la côte méditerranéenne, de la côte espagnole jusqu'à la séparation de la Turquie européenne donc, et de la Turquie asiatique, matérialisée par le détroit du Bosphore. Au nord, on a les pays d'Europe du Nord, on peut aller jusqu'au cercle polaire, on inclut la grande île de Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie de l'Europe. Et donc, dans un lointain passé géologique, pourtant, elle était même reliée au continent par la Manche, puisque la Manche, c'est simplement un débordement de la mer du Nord. Alors là, un petit rappel historique, en se disant qu'actuellement, eh bien, peut-être qu'un jour, c'est les digues des Pays-Bas qui risquent de lâcher et un tiers du pays qui disparaîtra sous les eaux. Donc le débordement de la mer du Nord, on risque de le connaître avec évidemment une conséquence cataclysmique terrible. Donc on va vous faire voir pour quand même un peu la carte de l'Europe. Là, où elle est passée, ma carte de l'Europe? Ah, voilà, voilà. Voilà. Donc, vous voyez la Turquie, là, il y a une petite partie, là, c'est la partie européenne, et tout le reste, donc, c'est la Turquie asiatique. Là, vous avez donc Norvège, les pays nordiques, tout ça, Islande, je ne sais pas si ça fait... Bon, la Grande-Bretagne, ici. Là, vous avez donc la côte méditerranéenne qui est extrêmement découpée, donc extrêmement difficile à contrôler. Alors, dans le problème migratoire, eh bien, évidemment, c'est plutôt du côté de la côte africaine qu'on peut avoir un contrôle efficace. On le sait déjà depuis longtemps, puisqu'avec comment dire, à l'époque donc de Charles X, puis ensuite Napoléon III, oui, il y avait le problème des pirates barbaresques. Et il faut savoir que l'esclavage, par exemple, de Slaves, enfin, qui passaient par la Méditerranée, eh bien, ça s'est arrêté uniquement, justement, quand on a nettoyé les côtes d'Afrique du Nord, hein, des enclaves des pirates barbaresques qui, pendant une époque, ont totalement appauvri cette région du fait qu'ils en interdisaient le commerce. Hein. D'où c'est vrai que c'était des régions peu peuplées et que la colonisation, bon, a vu, dans un premier temps, c'était simplement le but de la colonisation des côtes pour justement permettre le commerce. Hein. Initialement, bon, c'est une querelle avec le Dey, donc le représentant de Turquie. Et donc, au point de vue humanité, ça a tout de même été un bien que le marché des esclaves s'arrête. Hein. Ça, c'est donc un bienfait qu'on pourrait attribuer, entre autres, à l'Europe. Donc, vous avez la Russie. Hein. Donc, là, vous avez le détroit. Et puis, vous avez là les monts d'Oural. Les monts d'Oural, ils doivent partir, ça doit être à peu près par là. Hein. Donc, vous avez toute cette partie de Russie qui est presque aussi importante que l'Europe de l'Ouest, hein, que cette partie donc d'Europe centrale, qui fait partie de l'Europe. Et qu'effectivement, au niveau des ressources, eh bien, vu que la Russie et maintenant on a aussi les pays nordiques qui ont des réserves d'hydrocarbures, eh ben à la fois de ce côté les possibilités agricoles, de ce côté les possibilités énergétiques, l'équilibre de l'Europe serait parfait s'il correspondait
à une Europe géographique, mais ce n'est pas le cas, comme vous le savez. Donc, on va revenir à notre texte. Voilà. Donc l'Europe politique, elle n'a jamais correspondu à une Europe géographique. On se souvient des pressions américaines pour faire rentrer la Turquie dans l'Europe, en débordant donc sur l'Asie avec la partie asiatique de la Turquie, et des résistances culturelles européennes liées au passé traumatisant de l'Europe de l'Est et des invasions turques jusqu'à Vienne. Le fameux croissant en boulangerie, eh bien en fait, c'était pour se moquer des musulmans. Le fameux croissant, vous savez, de l'islam, eh bien c'est ça le croissant qu'ont fait les boulangers dans l'exubérance de cette victoire sur les Turcs. La chute donc de Constantinople, la perle de l'Empire romain d'Orient, la Jérusalem des chrétiens orthodoxes à jamais perdue et la rancune millénaire envers l'Église papiste de Rome qui a sa part de responsabilité dans ce désordre. Bon, on n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui. Une petite minute. Excusez-moi, mais il ne fait pas très chaud dans la pièce et donc monter le chauffage. Bien. Alors, l'Europe de Bruxelles qui nous est contemporaine, donc son histoire est très récente et a déjà été rédigée par Philippe de Villiers dans son livre « J'ai tiré le fil du mensonge », un livre passionnant, le titre est racoleur, une bonne chose quand on veut faire de la vulgarisation scientifique. Dommage cependant que d'emblée il place le lecteur dans une situation de rejet global. L'Europe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne naît pas d'une volonté populaire, c'est vrai. La volonté populaire est une volonté de paix qui, après la Première Guerre mondiale, accoucha de la Société des Nations, un précurseur impuissant de l'ONU a empêché la Seconde Guerre mondiale, comme d'ailleurs l'ONU, on se demande si elle est guerre plus efficace, puisqu'elle n'a pas su empêcher, par exemple, la guerre de revenir en Ukraine, en Europe avec la guerre en Ukraine. Fermons la parenthèse. Donc l'Europe devait réussir à la paix en Europe, et il est vrai que du couple originel France-Allemagne, de l'Ouest à l'époque, une jeunesse fraternelle allait naître. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'important, quelque chose de bien. Et vous aviez des échanges Erasmus entre étudiants, etc. Mais c'est vrai, l'Europe, comme l'explique très bien De Villiers, est une création donc américaine, une ouverture pour le marché américain, pas de quoi s'en émouvoir. Les Américains sont morts en nombre pour l'Europe au cours de 2 guerres mondiales, alors que leur intégrité territoriale n'était pas menacée ni leurs intérêts vitaux, si ce n'est que le leadership mondial aurait pu être l'Allemagne nazie. Le livre montre aussi le recyclage réussi après-guerre de hauts officiers nazis. Quoi d'étonnant, les nouveaux mondes ont toujours été bâtis sur les ruines et avec les pierres des anciens. On a construit des églises avec les pierres des temples païens et des mosquées avec celles des églises. Et entre nous, eh bien, je pense que l'Église, surtout dans ses premiers temps, était plus proche du temple de Jérusalem, des Juifs, que des premières communautés chrétiennes qui avaient un idéal un peu révolutionnaire pour l'époque. C'est notamment la place de la femme, hein, qui est totalement différente et qui retrouve sa place avec Pierre, qui était donc un juif orthodoxe. Hein. On voit bien que c'est plutôt ça qui l'a remporté avec les femmes qui passent donc de nouveau au second plan. Alors, où en étais-je? Donc, à l'époque moderne, on a voulu conserver le patrimoine. Il serait bien que l'on conserve aussi notre patrimoine humain dans sa diversité, que chaque pays conserve sa propre histoire sans pour autant ignorer celle des autres, et dans le secondaire, apprenne l'histoire de l'Europe politique qui commence avec la conférence des Alliés à Yalta, où la France, représentée par De Gaulle, fut exclue, trop faible aux yeux de Roosevelt et Staline, bien que Churchill y fût favorable.
La voix de la France, dans celle de De Gaulle, n'est donc en rien responsable de l'ignominie de la conférence de Yalta, où siégeait un Roosevelt qui aurait voulu voir une France satellite des USA comme le fut l'Allemagne de l'Ouest, affaiblie par la maladie, souffrant en permanence d'une poliomyélite et alors récemment j'ai vu que ça serait le syndrome de Guillain-Barré, mais peu importe, se déplaçant en fauteuil roulant et qui mourut 2 mois plus tard d'une hémorragie cérébrale. Son état de santé explique-t-il l'acceptation du partage de l'Europe par l'URSS, une Russie qui certes lutta pour sa survie et prit une large part dans la défaite nazie, mais coupable du pacte germano-soviétique en 1940, du coup de poignard dans le dos de l'héroïque Pologne. La Russie garda les terres de l'Est polonais, conquises en 1940, donc dans le cadre du pacte germano-soviétique, tout honteux but. La Pologne amputa, donc pour commencer, on a amputé l'Allemagne de l'Est pour donner donc en compensation ces terres à la Pologne. Mais de toute façon, comme tous les autres pays d'Europe de l'Est tombaient sous la domination russe, pour les habitants, ça ne changeait pas grand-chose. Et comble de l'hypocrisie, Poutine, alors, tiens, entre parenthèses, eh bien, on aurait mieux fait, par contre, pour l'Allemagne amputée de ses terres. Alors, je ne sais pas si c'était à donner à la Pologne et la Pologne ne récupérait pas donc les terres que la Russie lui avait données, mais toujours est-il que la Russie aurait dû rendre ses terres et que ce soit sur la Pologne ou sur l'Allemagne, eh bien, on aurait pu faire effectivement un petit Israël européen qui aurait sûrement posé bien moins de problèmes. Mais on comprend pour les Juifs d'Europe, eh bien, il y avait tout de même le traumatisme du génocide. Et c'était certainement pas non plus une idée les Russes, de toute façon, ils voulaient les garder avoir un bénéfice en gardant des terres. On se demande pourquoi, mais si ce n'est la raison du plus fort. Comble de l'hypocrisie, Poutine aujourd'hui se lamente de la liberté retrouvée des pays de l'Est. La conférence de Yalta, donc, redécoupait le monde. Alors, attends, on va aller un peu plus loin. Donc, la conférence de Yalta, à mon avis, découpait le monde donc d'une façon plutôt injuste, selon la volonté de Staline, ancien allié d'Hitler en 1940, jeta les bases de l'ONU adoptées à la conférence de Dumbarton Oak du 21 août 1944 au 7 octobre 1944. Enfin, la déclaration sur l'Europe libérée de Yalta affirme, conformément à la charte de l'Atlantique, le droit de tous les peuples à choisir leur mode de gouvernement, une déclaration apparemment que Staline, grand bénéficiaire de Yalta, alors que l'invasion de la Pologne à l'Est empêcha le retrait des troupes polonaises face à l'armée allemande, et fut sans doute décisive dans la regrettable décision de la France d'abandonner l'héroïque Pologne et de mener uniquement une guerre défensive avec, vous savez, la ligne Maginot, etc. La mobilisation des troupes françaises n'était encore pas complète. Donc, effectivement, si on n'avait pas eu la Pologne comme ça, étouffée entre l'Allemagne et la Russie, qui sait, le sort de la guerre en eût changé. On ne peut absolument pas savoir les conséquences donc de cette action russe. Et puis, bon, dans l'échec, on a eu le fait, bon, vous me direz, maintenant, on n'en a plus, mais il faut voir qu'en 1913, ils avaient été passés à 3 ans, alors qu'après la Première Guerre mondiale, eh bien, les gens, ils en avaient marre, ça avait beaucoup diminué, c'était donc tombé, je crois, même en dessous d'1 an à un moment donné, puis après, ils étaient repassés à 2 ans en 1935, parce qu'ils voyaient une certaine de nouveau agressivité, l'Allemagne qui se réarmait grâce à l'Angleterre. Mais bon, on est resté, c'était au maximum. Donc il y a eu des hauts, des bas, c'était tout le temps pour le service militaire, entre 2 et 1 an, on va dire. Mais 3 ans en 1913, évidemment, ça faisait plus de monde.
L'échec de cette Europe fédérale qui se fait malgré contre les peuples, notamment dans ses diktats imposant une charge migratoire, fille des USA, peut-il à son tour détricoter le fédéralisme américain? On peut se poser la question puisqu'on a le Texas qui annonce sa volonté de séparatisme si Biden sort vainqueur contre Trump. Donc en fait, on veut fédéraliser l'Europe quand l'Amérique, qui est la mère du projet, elle risque de se défédéraliser en partie. Alors, les antécédents historiques d'une Europe politique. Quelle culture européenne? Alors, la politique des alliances matrimoniales pour maintenir la paix entre les royaumes chrétiens d'Occident. On la retrouve tout au long de l'histoire des grands rois de France, effectivement, mais les mélanges, ils se font au niveau des dynasties, pas au niveau des peuples. Alors, les rois de France, surtout Espagne, Angleterre, pas toujours couronnés de succès, et toujours sur une durée limitée. La paix, ça ne durait pas malgré les mariages. Napoléon Ier, sous les conseils de Talleyrand, s'y essaya aussi, en épousant la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise d'Autriche. Il crut gagner la paix en Europe sous sa domination. Erreur, son beau-père rejoignit lui aussi la coalition des rois. Donc c'était uniquement une question de gagner du temps. Il est trahi par le beau-père, dites donc, qui devait donc, cette coalition, le reconduire donc à un premier exil, celui de l'Angleterre. La reine Victoria avait sa descendance sur les trônes d'Europe. Les princes cousins aimaient se retrouver à sa cour. Et donc elle essaya, beaucoup de femmes, il y en a d'autres qu'on peut citer, ont été source de paix en justement tentant de rapprocher les petits coqs des familles royales. Donc seul Guillaume Ier n'y trouvait pas sa place avec joie. Il est décrit comme arrogant, le fait qu'il a eu un handicap, qu'il a beaucoup souffert. Donc il a eu un réel problème avec un handicap qui l'a complexé et fait souffrir énormément. Et ça a eu peut-être de l'importance sur son besoin de domination, de faire reconnaître l'Allemagne aussi comme pays dominant. Mais après tout, effectivement, l'Allemagne était montée en puissance et il semblait illogique pour les Allemands qu'elle n'eût pas, elle aussi, en somme, ses colonies. Cette identité, donc je vous disais, concernait la noblesse. L'identité du peuple, elle était régionale, avec un patois régional, la langue d'Oï au nord de la Loire et la langue d'Oc au sud. Donc l'héritage culturel de l'Empire romain qui se poursuit à sa disparition avec la christianisation, c'est un peu le relais, qui instaura donc des trêves guerrières, Noël notamment, et dont les croisades permettaient l'union chrétienne des suzerains en Europe contre les infidèles. Et ben oui, c'est pas une histoire d'homme blanc, c'est une histoire que malheureusement, même de nos jours, c'est toujours des unions contre. À un moment donné, avant la guerre d'Ukraine, on avait une tendance à une union contre les Américains et un rapprochement de la Russie. Donc, c'est toujours la même chose. Rapprochement de la Russie du fait que les gens avaient donc trouvé que les États-Unis s'impliquaient trop dans la politique européenne. Donc les croisades, je disais, donc union des chrétiens contre les infidèles. Donc ça a renforcé l'identité culturelle chrétienne européenne, mais ça a été un rejet donc des juifs et une polarisation religieuse guerrière, chrétiens, musulmans. Mais aussi un développement du commerce Est-Ouest, entre parenthèses. D'ailleurs, les chrétiens n'en portent absolument pas toute la responsabilité, parce que c'est simplement, donc vous aviez le bon, on va pas refaire toute l'histoire, mais il y a une histoire de pèlerinage qu'on empêchait
que les musulmans ont bloqué la route du pèlerinage. Donc c'est tout de même bien pour un motif religieux d'intolérance de la part des musulmans que les croisades ont été déclenchées. Le petit plus, bon, bah, ça a été le développement du commerce Est-Ouest avec des denrées orientales nouvelles, artichauts, épinards, aubergines. Et puis nous avons, j'ai pas noté, nos fameux Templiers qui, du coup, ont établi un système bancaire en Europe, ont géré des domaines pour pouvoir financer justement les croisades et financer donc les établissements des Templiers en Terre Sainte. Donc, on a du coup toute une organisation d'enrichissement de prêts avec intérêt, c'est nouveau, qui est apparu avec les Templiers. Donc, c'est surtout ça, c'est le début donc, de cette organisation, on va dire, bancaire, donc, qui apparaît à cette époque-là, du fait des croisades avec les Templiers. Donc, c'est un legs important des Templiers. Alors, l'empire de Charlemagne, mais je ne pense pas que dans leur mémoire de l'histoire, donc ils voient les croisades sous cet angle-là. Hein. L'empire de Charlemagne, une bonne partie de l'Europe de l'Ouest vers l'an 800. Donc, Charlemagne est sacré empereur par le pape, protecteur de la chrétienté en Europe contre les invasions arabes sarrasins. Donc, on va peut-être regarder un peu à quoi correspondait l'empire de Charlemagne. Deux petites minutes. Qu'est-ce qu'il nous faut? Voilà. Alors. Voilà, l'empire donc de Charlemagne, ouais, un petit peu décalé de là. Donc vous voyez, ça remonte très haut. Hein. Donc c'est essentiellement la France actuelle, une bonne partie de l'Italie, Marche d'Espagne. Et puis donc là, on est très au nord. Hein. Donc on remonte presque à la hauteur des pays nordiques. Hein. Donc, tout ça, tout ce qui est en vert, c'est, alors, sauf là, les Bretons, hein, là, c'est indépendant, c'est des territoires vassaux, donc ils sont vassalisés, mais tout de même indépendants. Autrement, tout le reste, là, tout ça, hein, c'est les conquêtes progressives, donc, de Charlemagne qui s'étendent même assez loin. Alors, on va regarder, tiens, si ça prenait l'Ukraine dedans. Non, ça s'arrête tout de même assez rapidement. Ça s'arrête très près, si vous voulez, en parallèle de cette région-là. Bien. Ensuite, on retourne à notre PDF. Donc, l'empire de Charlemagne, nous en étions. Alors, Charlemagne est sacré empereur par le pape, protecteur de la chrétienté en Europe contre les invasions barbares, les Sarrasins. Le pape fait de lui l'héritier de l'Empire romain d'Occident, alors que l'Empire romain d'Orient, il y a une petite erreur, hein,
Donc, lui, il est l'empereur de l'Empire romain d'Occident, tandis que l'Empire romain d'Orient garde toujours son empereur. Donc, c'est un héritier de Constantin, qui fit du catholicisme une religion d'État. L'empereur, là, donc pour l'Empire d'Orient, est le représentant du Christ, c'est-à-dire que la place du pape dans l'Empire d'Orient est prise par l'empereur. Hein. Et il y avait une rivalité entre les deux, parce que le pape voulait vassaliser l'empereur et l'empereur disait non, vous dépendez de moi. Et effectivement, à l'origine, vous aviez, qui c'est Constantin. Constantin, c'est un empereur. Euh, Ensuite, et le pape, eh bien, en fait, c'est l'héritier de l'évêque de Rome. Et donc, il ne sera jamais reconstitué, cet empire, ni par la France, donc, puisqu'on avait une partie qui va devenir la France, ni par le Saint-Empire germanique, qui avait vocation de protéger l'universalité du catholicisme, c'est-à-dire la mission impartie à Charlemagne. Tout au long de son histoire, l'Angleterre mènera toujours la même politique. Disloquer tout bloc continental, ces rois seront ennemis de celui qui sera maître de la Belgique, ce qui faciliterait une invasion maritime. Et jusqu'entre les deux guerres mondiales, où elle contribuera très largement au réarmement de l'Allemagne. Elle ne voulait pas une Allemagne faible, l'Angleterre. Donc, si on n'avait pas eu l'Angleterre qui a contribué au réarmement, qui a beaucoup mis des bâtons dans les roues en France, quand la France, donc, à un moment, comment dire, un peu enfin, était en Allemagne pour justement se faire un peu payer, parce qu'ils n'ont jamais payé le tribut de guerre. On a dit il est élevé, mais ils l'ont jamais payé pour récupérer un port des charbons et tout ça. Enfin, bon, l'Angleterre n'a jamais soutenu la France. L'Europe de Napoléon. Donc, contre l'Europe des rois qui veulent sa perte, Napoléon tentera d'instaurer des républiques sœurs. Il inspira notamment les républicains italiens. Puis il tenta, en épousant Marie-Louise, d'être accepté comme on l'a dit, en tant qu'empereur des Français. Et ce fut aussi un échec. Précédemment, Napoléon avait conclu une paix généreuse à Tilsit avec le jeune tsar Alexandre de Russie après l'avoir vaincu. Napoléon le rencontra au milieu du Niémen, un fleuve frontalier de la Russie, lui déclara haïr la perfide Albion, donc l'Angleterre, autant que lui, et Napoléon crut s'en faire un allié. Donc, est-ce que a ensuite, ça s'est mal passé, ou est-ce que d'emblée le tsar Alexandre avait l'intention de gagner du temps et donc de trahir Napoléon? En fait, toujours est-il que, donc, dans un premier temps, Napoléon a cru qu'il pouvait s'en faire un allié. Et effectivement, ça aurait pu certainement donner lieu à une paix mondiale et à une avancée, comment dire, des valeurs humaines, de démocratie, d'instruction, si Alexandre le Grand s'était rangé du côté de Napoléon, puisque Napoléon avait envisagé même d'épouser sa jeune sœur, qui n'avait que 15 ans, il est vrai. Donc le tsar Alexandre a prétexté donc le jeune âge de sa sœur. Et puis à Napoléon donc lui proposait d'émanciper donc les serfs, parce que le servage en Russie, ben, c'était un véritable esclavage des paysans. Hein. C'était un esclavage, c'était pas, je veux dire, c'est réel. Hein. Ils avaient vraiment aucun droit, pas plus que les esclaves en Afrique, les esclaves africains dans l'Amérique esclavagiste. Donc, il lui laissait, je crois, être maître de la Turquie ou de je ne sais trop. Donc, en fait, il se partageait vraiment une bonne partie du monde en deux. Hein. Et c'est vrai que là, donc, Napoléon aurait instauré un peu ses frères à la tête de différents États. Et donc, on aurait une homogénéité un peu politique. Et
on peut espérer, en tout cas, qu'il n'y aurait pas eu déjà la révolution bolchevique en Russie. Peut-être que si Alexandre le Grand avait fait des réformes à cette époque-là, eh bien, on aurait eu une avancée civilisationnelle, je pense, beaucoup plus importante. Mais bon, inutile de faire des plans sur la comète, ça ne s'est pas fait. Bernet, Napoléon Ier, le traita de faux comme un jeton, d'où l'expression. Voilà, donc vous voyez, vous avez même les références, si ça vous intéresse, entre Napoléon et Alexandre Ier de Russie. Bien, continuons. Donc je vous mets que c'est une situation qui n'est pas sans rappeler Poutine qui entra en guerre contre l'Ukraine alors que l'Europe lui faisait les yeux doux. Beaucoup se montraient très critiques envers les USA, accusés de manipuler l'Europe de Bruxelles, sa création, au détriment des États-nations, et que la prospérité de la Russie découlait de son commerce avec l'Europe, des localisations d'entreprises allemandes ou françaises sur son sol et des investissements européens. Bien des Français, notamment, qui voyaient en Poutine un nationaliste comme eux et l'antidote à l'hégémonie américaine, se sentirent trahis. L'UE et la Russie de Poutine semblaient faites pour s'entendre, comme à l'époque d'Alexandre et Napoléon. Et bingo, ça s'est pas mieux terminé. La Russie bénéficiant des investissements européens, l'UE de la richesse minière de la Russie et énergétique qui lui manquait. Mais tout comme Alexandre se piquait de sa vieille noblesse et trouvait avilissant tout commerce avec Napoléon de petite noblesse, et n'apprécia sans doute pas que Napoléon s'émeuve de la dureté du servage en Russie, ou esclavage de la classe paysanne, Poutine demeurait inconsolable de son empire russe soviétique perdu. Donc deux hommes, en fait, qui étaient fixés dans le passé. Un siècle plus tard, après l'empereur Alexandre, la révolution bolchevique fit disparaître cette dynastie. Sans doute si Alexandre, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avait suivi les conseils de Napoléon, elle n'aurait pas eu lieu, et qui sait si l'Europe n'aurait pas connu une histoire prospère, plus pacifique, le sort du monde en eût été changé, c'est sûr, comment, évidemment, on ne peut jamais savoir. La guerre Russie-Ukraine, soutenue par l'Europe, surtout les pays de l'Est libérés du joug russe, a fait de la Russie un satellite de la Chine et met en grand danger l'Europe. Encore une fois, je le redis, il y a une morale de l'histoire. Et ne pas respecter la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes a de lourdes conséquences. Pourtant, dans la crise Russie-Ukraine, la solution réside dans la réorganisation internationale. Dans ce cas précis, il suffirait de rattacher l'Ukraine russophone à la Russie pour les républiques autonomes du Donbass, voire même faire voter tout le Donbass, que ça soit fait une bonne fois pour toutes et qu'on n'y revienne pas, et la Crimée. Et puisque la Crimée, je vous le rappelle, en fait, était une terre russe, parce que alors l'Union soviétique, pourquoi il y a tant de problèmes? Elle a passé son temps à bouger les populations à droite, à gauche, hein, et la Crimée, c'était une terre russe qui a été donnée à l'Ukraine. Donc une politique en fait d'affaiblissement des nations pour avoir en somme un fédéralisme, exactement le plan de l'Union européenne actuelle. Et donc l'Ukraine pourrait rejoindre l'UE sous certaines conditions, respect des normes agricoles européennes, une partie de la production, notamment céréalière, serait considérée comme russe proportionnellement au pourcentage d'Ukrainiens de la zone rattachée à la Russie. Idem, une proportion de la production minière et des actions serait détenue par l'Ukraine européenne proportionnellement au pourcentage d'Ukrainiens europhiles, avec un commerce à ce moment-là en direction de l'Europe. D'autre part, l'Europe pourrait racheter le surplus céréalier afin de le stocker en vue du commerce avec l'Afrique ou encore de crises majeures. Puisque justement en Afrique, on voudrait l'idéal pour vivre contre l'immigration illégale, c'est de faire des camps où on puisse travailler, tout ça, et donc ces céréales, ça pourrait être une sorte de monnaie. Hein, on pourrait procurer des céréales donc à ces pays, et ça pourrait faire une part de devises pour financer ces camps. Où on en était. Et aussi,
pour l'Europe elle-même, parce que l'Europe, n'oublions pas, 3 graves menaces cataclysmiques. Hein. Alors c'est vrai, ils nous ont bien fait pris la tête là, avec leur CO2, mais ça, et du coup les gens ne prennent plus ne se soucient plus de l'avenir, alors que moi, depuis le départ, j'ai toujours dit que c'était pas ça dont il fallait se soucier. Donc, c'est l'invasion des terres de la mer du Nord, parce que le problème, c'est que de toute façon, CO2 pour CO2, on a une fonte de l'Antarctique, on a, non, de l'Arctique, pardon, justement, l'Antarctique, lui, ne fond pas. On a la mer du Nord, donc, qui dégaze, qui rejette du méthane, 25 fois le pouvoir d'effet de serre, donc, du CO2. Et sur une période de 100 ans. Je ne sais pas comment ils font leur calcul, mais c'est comme ça que c'est donné. Ensuite, vous avez aussi le permafrost, donc surtout côté russe, qui fond et qui dégage du méthane. Donc je pense que la Russie, côté Sibérie, il y a déjà des fois d'énormes trous qui sont apparus. Elle peut avoir, je pense, ça risque un jour de poser de gros problèmes au niveau de la stabilité des sols. Bien, alors, où j'en suis donc sur mon explication des... Oui, alors ensuite, donc, invasion donc, des terres par la mer du Nord, si on a la rupture de la digue des Pays-Bas, hein, parce que justement, du fait de la fonte des glaces, bon, on a une montée des eaux. Hein. Alors imaginez que ça arrive le jour où on a ces inondations, où la terre est déjà plus que... ne peut absolument plus rien absorber. Et puis de toute façon, je sais pas, j'avais entendu comme quoi la digue, c'est 10 fois la tour Eiffel. Enfin, c'est quelque chose d'absolument énorme. Donc, vous avez, c'est un tiers des Pays-Bas déjà, au moins, qui passent sous les eaux. Et comme vous avez les fleuves qui n'arriveraient plus à se déverser, eh bien, vous avez des inondations qui doivent remonter dans les terres. Il faudrait vraiment avoir un plan exact de l'idée de l'immensité de la catastrophe hein, qui pourrait toucher bien au-delà de la Hollande, avec des plans d'évacuation précis de la population. Hein. Alors, on est arrêt du Gulf Stream, donc, qui réchauffe l'Europe de l'Ouest, avec notamment donc, du fait de ce dégazage. Donc, si le Gulf Stream s'arrête, puisqu'en fait, lui, pour qu'il marche, ce courant, c'est un courant d'eau maritime chaud qui réchauffe les côtes de l'Europe de l'Ouest, qui part de l'équateur, qui monte en haut. Si en haut c'est trop chaud, eh ben, la machine thermique qui le fait boucher, elle ne va plus fonctionner. Donc on aurait l'Arctique qui fond, mais une glaciation qui s'installerait donc en Europe. Hein. Donc dans tous les cas, ben, la seule chose qu'on peut prévoir, c'est avoir des réserves de céréales. Et on a aussi donc cette explosion de la caldeira volcanique des champs Plégréens, près de Naples, dont les conséquences sur l'ensoleillement, l'agriculture, le sud de la France, tout ça, ça serait une catastrophe. Hein. Donc là aussi, on aurait besoin de provisions et peut-être faudrait-il se pencher sérieusement sur le problème. Et bon, ça c'est à l'Italie de voir, mais peut-être aider l'Italie pour évacuer cette population, voir pourquoi pas déplacer des monuments comme cela a pu se faire avec les temples en Égypte, enfin j'en sais rien, mais ça me semble tout de même très dangereux. Il y a des mouvements au niveau de cette caldeira tout de même importants. On voit la valve, la lave qui arrive donc à la surface dans certains endroits. Donc ensuite, donc oui, on voudrait cette caldeira donc près de Naples, ça serait catastrophique avec des pertes civiles, destruction totale de Naples. Donc une autre vision de l'Europe, eh ben, c'est celle qu'Hitler avait, donc la vision de l'Europe. L'Allemagne et l'Italie devaient dominer l'Europe, l'Allemagne devait s'étendre sur les riches terres agricoles, Ukraine surtout, et donc sa population décroître fortement. Il ne s'embêtait pas. Bon, en fait, c'est surtout Göring qui en a déduit cela, parce qu'alors c'est assez curieux. Dans Mein Kampf, on vous fait l'éloge
du peuple russe, que c'est un grand peuple et tout. Mais bon, alors, les Ukrainiens, c'est pas des Russes, mais c'est des Slaves. Mais c'est vrai que Hitler aussi, on voit, il n'aimait pas du tout les Slaves. Donc, Rin en déduit, bon, ben nous, il nous faut des terres pour nourrir notre population, puisqu'il y a une vraie politique d'encouragement de la natalité, hein, exactement l'inverse que la réaction inverse va se produire après-guerre, c'est-à-dire une forte décroissance. C'est vraiment l'Allemagne qui a été le pays d'Europe le plus dépeuplé. Donc, pour nourrir tous ces futurs Allemands, eh bien, il faut plus de terres agricoles, d'où justement l'Ukraine, mais l'Ukraine sans ses habitants. Donc, on les a fait travailler jusqu'à ce que meurent s'en suivent. Donc, les Ukrainiens s'en sont pris aux Juifs, pensant que les Allemands étaient motivés surtout par l'antisémitisme et pour, en somme, se présenter comme alliés des Allemands. Et les Allemands, eh bien, ont traité les Ukrainiens comme les Juifs. Euh, Donc Hitler, lui, ce qu'il voulait, donc c'était ça, c'était l'Est. Il laissait à la Grande-Bretagne ses colonies, même les colonies françaises. L'Afrique l'intéressait pas. Donc les Juifs, ben, peut-être s'ils avaient Mein Kampf, s'ils voulaient être tranquilles, c'est là-bas qu'il fallait qu'ils aillent. Il tenait pour responsable de l'inimité entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne la volonté de Guillaume Ier d'acquérir plus de colonies, à l'instar de la Grande-Bretagne et la France. Lui, il a dit non, c'est idiot cette politique, on va arriver à s'entendre avec la Grande-Bretagne. Là, il sait bien, ce qu'il n'a pas pensé, c'est qu'effectivement, il semblait pouvoir s'entendre avec la noblesse, avec la famille royale, mais avec Churchill, pas du tout. Churchill, lui, ne voulait pas d'Hitler en Europe. Euh, donc, Churchill soutenait De Gaulle. Donc, cette Europe échoua aussi. La fin de la Seconde Guerre mondiale fut suivie par la décolonisation, la fin des empires européens et le début de l'Europe, à la fois marché américain et rempart contre l'empire russe stalinien. Alors, l'Europe d'après-guerre, donc à la fois un marché commun et au but avoué de maintenir la paix en Europe, ce qui est paradoxal actuellement avec la guerre en Ukraine, déclenchée par la volonté de l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne pour échapper aux griffes de l'ours russe. Depuis l'Europe de Bruxelles s'est trouvé d'autres buts, comme la lutte contre le réchauffement climatique, favoriser une migration extra-européenne, surtout pour l'Allemagne, où la dénatalité fut la plus forte et la plus précoce, du fait notamment de l'absence de structures de garde de jeunes enfants pour les femmes qui travaillent. On dit que c'est ça qui a beaucoup joué entre la France et l'Allemagne, par exemple, où il y a eu une baisse de la natalité, mais pas aussi importante. En fait, on s'aperçoit plutôt que c'est une question un peu de génération, de décalage, parce que cette forte décroissance de natalité, on ne va pas se lancer dans l'analyse maintenant, mais ça vaudrait la peine de la faire, c'est dans les générations des trentenaires actuels, qui se comportent exactement comme les Allemands d'après-guerre. Oui, la migration, ça devait permettre de payer les cotisations retraite. Et puis bon, comme vous le savez, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout évident. Donc, l'Europe apparaît aux yeux des Français comme une technostructure dictatoriale, sans âme, chargée d'imposer des normes, d'imposer une population migrante indésirable, une structure supranationale qui modèle le monde de l'absurde des mondialistes. Récemment, des agriculteurs européens se sont révoltés contre une concurrence déloyale. L'Europe impose des normes aux Européens, mais accepte la concurrence extra-européenne qui ne les applique pas. En France, on taxe le carburant des agriculteurs, mais l'Europe, dépouillant la France de sa souveraineté, signe les accords du Mercosur qui permettent l'importation l'importation massive de produits agricoles, concurrençant déloyalement donc notre propre production et en brûlant un carburant de tanker hautement polluant pour traverser les océans. Donc l'Europe ne s'acquitte de missions. Par contre, il y a des missions que l'Europe ne s'intéresse pas, qui pourraient pourtant être utiles du fait de son caractère international.
Alors, je vous ai donc marqué, vous voyez, maîtrise des frontières de l'espace Schengen. Alors, évidemment, tous les nationalistes crient en disant, effectivement, ça n'a pas marché, ça, et tout. Mais il faut des accords pour que les Allemands se concentrent sur les frontières terrestres là, du Nord. Et nous, on a notre marine, eh bien, il faut qu'on puisse contrôler toutes les côtes méditerranéennes, par exemple. Hein. Donc, je pense qu'il doit y avoir des accords possibles et peut-être au niveau du contrôle des douanes, peut-être tenir en compte donc des dépenses de chacun pour une fédéralisation un peu plutôt des dépenses, hein, puisque là, c'est quelque chose justement qui n'a pas de bénéfice, il faut essayer de faire des économies là-dessus. Stocker des céréales pour prévenir une famine. Anticiper deux grands cataclysmes, la rupture de digue, donc, comme je vous ai dit, de la mer du Nord, et l'invasion des terres, l'explosion de la caldeira des champs flégréens. On va un peu plus bas. Donc, aide au planning familial en Afrique et contraception, donc obligatoire pour les migrants en Europe. Gestion de camps de retour pour l'immigration illégale. Au niveau du développement économique, peut-être l'Europe pourrait se subdiviser en fédérations, État latin, Europe centrale avec l'Allemagne, la Pologne. Bon, alors, on va retourner sur une petite carte, donc ce serait à réfléchir. Ah, oui, donc il faut que je ferme le PDF. Voilà. Donc, vous voyez, on pourrait avoir une fédération des États latins. Hein. La France pourrait aussi peut-être intervenir donc partiellement hein, pour ce qui est en se basant sur le nombre d'habitants au nord de l'île de France. Enfin, couper un peu la France en deux pour la partie nord. À l'Europe centrale, hein, surtout ceux qui pourraient travailler ensemble, c'est l'Allemagne, Pologne, Ukraine, alors que les États latins, évidemment, pour les problèmes migratoires, pour aussi une recherche énergétique, il pourrait y avoir des accords pour pouvoir avoir du solaire associé à des exploitations européennes. Dans le Sahara, surtout que dans le Sahara, on peut avoir d'autres systèmes énergétiques. On peut avoir aussi de la géothermie. On peut avoir, bon, il y a le problème peut-être un peu des vents, ils sont aussi très forts, mais il y a le problème évidemment des tempêtes de sable. Mais il peut y avoir plusieurs possibilités. Hein. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut, et préserver nos terres agricoles, en faire un plus, en faire presque vraiment une monnaie d'échange, et avoir, sous couvert évidemment de l'armée française, hein, des zones d'exploitation de l'énergie solaire, que ce soit donc précisément, donc, par exemple, en zone saharienne. Tandis que là, ben, justement, on doit, pour ce qui est de l'Europe centrale, essayer d'exploiter aussi ben, plutôt aussi les énergies fossiles, hein. Des hydrocarbures, le gaz, dont on peut retrouver, que ce soit en Baltique ou en Russie. Et l'économie d'énergie, eh bien, elle doit effectivement être envisagée, mais je pense que la seule action efficace, c'est le contrôle des naissances. Donc, on a une population qui ne se renouvelle pas, mais on a une augmentation de la démographie tout de même. Et ça, c'est lié donc à l'immigration. Donc, il faut vraiment un contrôle migratoire, une relance de la natalité pour remplacer les générations, et par contre, une limitation, un arrêt hein, des migrations de population
à forte natalité et surtout donc islamisée. Ferme tout la fenêtre. Voilà. Ah oui, alors donc état latin, où est-ce qu'on a dit? Ensuite, écolo. Alors, anarch-écolo, anti-écolo. Alors, écolo, thermomètre CO2, voiture électrique, commerce international privilégié au local. Oui, alors, pour thermomètre CO2, on a vu qu'on a la fonte du méthane, donc il faut déjà anticiper, ça va être les catastrophes à venir dont je vous ai fait part, hein, surtout. Lutter contre le réchauffement climatique, et ben moi je pense que ça part surtout par la reforestation. Le problème en Afrique, c'est pas le changement climatique, ou s'il y a un changement de climat, il y a lieu à la déforestation, puisqu'on a plutôt une augmentation des pluies dans la zone saharienne, et on a un assèchement dans l'Europe de l'Afrique de l'Est. Donc il faut voir aussi quelle est la part de la déforestation dans les difficultés climatiques en Afrique. Alors bon, la voiture électrique, on va pas revenir des heures dessus, on sait que elles sont lourdes, le problème des batteries avec les terres rares, pour trouver ces terres rares, on transporte la planète en gruyère. Ensuite, il y a le problème du froid, la batterie tombe en panne, donc vous restez en panne sur l'autoroute quand il gèle, enfin, bon, ce genre de choses. Et puis aussi, donc, commerce international, eh bien, il faut qu'il privilégie, il faut encourager le local, et on voit que l'Europe qui se prétend écologiste, eh bien, c'est pas ce qu'elle fait. Anti-écolo, eh bien, par contre, je pense que c'est logique. Si on vous dit bon, qu'on a des problèmes peut-être de surproduction, ben mieux vaut faire une agriculture extensive, moins polluée, parce que pour rappel, hein, bon, maintenant, les gens guérissent en partie de leur cancer, mais il y a eu des statistiques où on dit que des personnes ont fait ou feront un cancer. Ça représente, je crois, un tiers des hommes et un tiers des femmes et la moitié des hommes. Vous avez tous les problèmes de développement de l'enfance. On ne sait vous parler de troubles autistes. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une pathologie. Ça a été reconnu aussi que dans les régions céréalières, vous avez des cas, une augmentation des pubertés précoces, dû au fait que les gamins, comme les poissons qui changent de sexe, hein, c'est-à-dire qu'on n'a que des poissons femelles, dû à la pollution hormonale de l'eau. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre très, très au sérieux. On a le problème des abeilles, indispensables à la pollinisation. Hein. Donc, les insecticides, bon, ben, il faut savoir, je peux bien... Le bio doit être privilégié et on peut aussi compenser si on a une diminution de rentabilité par une augmentation des surfaces. Et si on a justement l'Ukraine qui rentre en concurrence, eh bien, il faut avoir les mêmes normes, ou bien on met des taxes, ou bien justement, on impose donc une agriculture moins polluante ou moins partielle. On pourrait, par exemple, avoir plus d'engrais, tout ça, dans des céréales qui sont destinées à être stockées, hein, en cas de famine, de problème, et pour le reste, avoir des exigences plus importantes. Donc, on va pas, c'est pas le but donc de la vidéo, donc je vais pas m'étendre, mais c'est un sujet vraiment qu'on devrait approfondir, et je pense que là, l'Europe a raison de s'y pencher dessus. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors les anti-écolos aussi qui vont vous nier l'intérêt de diminuer les déplacements en voiture. Travail scolaire, eh bien, je regrette les enfants. Moi, les miens, bah, je les ai partis, ils allaient en vélo. Que les enfants, ils aillent à pied ou en vélo, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est la sécurité. Alors, autrefois, on avait ce qu'on appelait les rangs scolaires, c'est-à-dire les gamins, ils se réunissent. Enfin, vous aviez quelqu'un qui,
pour le retour de l'école, ils partaient tous en même temps, au moins pour le retour, et le rang donc s'arrêtait devant le logement du gamin, ou tout du moins pas trop loin de lui. Ensuite, donc là, on rentre vraiment dans des détails du quotidien. Et ensuite, donc, faire du nucléaire une énergie verte. Alors non, qu'on dise, bon, on n'y arrive pas avec les énergies transitoires, il faut revenir au nucléaire, mais de là en faire une énergie verte, certainement pas. Certainement pas, parce que moi, je préfère le CO2 aux déchets radioactifs, hein. Ça, c'est encore autre chose. Je n'ai pas envie de connaître un jour une catastrophe nucléaire. Pourquoi c'est arrivé même au Japon? Pourquoi ça n'arriverait pas en Europe, hein, qui occuperait toute une région française, hein, et puis qu'on n'évacuerait peut-être pas et qu'on laisserait les gens vivre, traîner avec des cancers toute leur vie. Bon, c'est un... faut savoir comment on veut vivre. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour avoir des adultes qui vieillissent bien, en bonne santé, parce que c'est aussi une économie que de ne pas avoir à charge des personnes âgées. Et quand on vous dit il faut sérieusement y réfléchir, c'est une nécessité. Bon, c'est facile, on ne se casse pas la tête, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est exactement le même discours, là je vais choquer, mais c'est le même discours qu'on tenait tous les intolérants, que ce soit l'Inquisition, que ce soit le nazisme, que ce soit l'esclavage, on ne pouvait pas, et c'était vrai. Quand on a fait les grandes monocultures qui ont enrichi l'Amérique, eh bien, il y a eu besoin de l'esclavage. Et ce qui a permis de s'émanciper de l'esclavage, c'est le progrès technique. C'est ça qui a amené réellement à la disparition de l'esclavage, au moins en Occident, parce qu'il a perduré dans certaines sociétés arabes, hein, ou autres, africaines. Voilà. Bien. Sur ce, donc je vous souhaite une bonne journée, et puis bon, pour les week-ends qui arrivent, de passer un bon week-end. Au revoir.